Bien. Donc merci à celles et ceux qui ont pu changer de cours magistral parce que j'ai eu une journée compliquée et dense. Aujourd'hui, on continue notre exploration de la manière dont le social, le produit du social peut être étudié, en travaillant sur les manières de sentir et en partant d'un ouvrage, d'un petit article de Marcel Mauss, qui s'appelle « Les techniques du corps », pour voir comment est-ce que, au fondement des sciences sociales, on a pu proposer l'entreprise générale d'étude des techniques du corps. Alors le cours va être vraiment très simple, comme la semaine dernière. On va faire une petite introduction sensible au sujet, et puis parler du bouquin. Bien. Avant de faire cette petite introduction... Non, on ne le fera pas. Ça fait complètement partie de l'évidence, du sens commun, de choses qu'on peut partager immédiatement, qu'un certain nombre de techniques du corps sont acquises. Soit à l'intérieur de tel ou tel groupe social, soit encore à l'intérieur de quelques groupes professionnels, ou même avec des loisirs. Le corps, à cet égard, est plus ou moins bavard. Mais vous comprendrez très facilement, et votre esprit ne renâclera pas à admettre que, dans certaines professions, on apprend, par exemple, certains efforts, à avoir de l'endurance pour certains efforts, à avoir de la technique pour soulever un billard, un piano, une pièce d'acier très lourde, du verre en fusion. On développe des techniques autour du potier. Là, il y a des tas de techniques dont on va immédiatement admettre qu'elles sont acquises. De la même manière, vous ne serez pas vexé d'être doublé sur la route alors que vous êtes en vélo par des cyclistes qui roulent plus vite que vous et qui ont des tuniques professionnelles et dont c'est le métier. Ils ont une technique du corps qui est plus élevée que la vôtre. Qui atteint, pardonnez-moi d'ailleurs, une technique qui atteint une performance plus importante. Ce qui est moins soupçonnable, et ce vers quoi l'étude de Marcel Mauss, dont on va parler tout à l'heure, ouvre la voie, c'est l'ampleur des techniques du corps. Le fait que la manière dont nous nous servons de notre corps est quasiment intégralement négociée socialement, construite socialement, signifiante socialement. Les trois choses: négociée socialement, construite socialement, parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente, et on pourrait rajouter oubliée socialement, puisque la plupart du temps on essaye d'oublier le caractère social des gestes, et diffusée, apprise socialement. Alors, le champ de cette étude va aussi bien dans les manières de marcher, courir, sauter, dormir, jusqu'à des choses plus intimes encore, respirer, regarder, toucher, se tenir intuitivement à la bonne distance d'une personne telle que ce sera socialement acceptable dans telle ou telle société, faire l'amour, se masturber, tous les gestes, tous, mais aussi les manières d'user son corps pour sentir. Est-ce qu'on est habitué à telle saveur, à telle odeur, à telle manière de sentir, à telle manière de goûter? Ce que nous suggère Mauss, assez simplement en réalité, c'est que nous avons une très mauvaise idée de ce qu'est la spontanéité. Réagir de manière spontanée, avoir un usage spontané de son corps, ça n'est pas du tout avoir un usage non appris, ça n'est pas du tout avoir un usage du corps qui ne fait pas référence à l'appartenance à tel ou tel groupe social. C'est jouer avec sa gamme sociale apprise de manière irréfléchie. C'est ça la spontanéité. C'est déployer une gamme complètement apprise, mais de manière inconsciente.
Pour des tas de raisons, aujourd'hui, le programme a changé, j'ai pris le métro, ce qui ne m'était pas arrivé depuis fort longtemps. Le métro, c'est un lieu de technique du corps particulièrement apprise et important. Il faut savoir se faire de la place, se faufiler, se bousculer, ne pas être choqué par les odeurs des uns et des autres, ne pas avoir honte des siennes. Moi, je venais de faire 30 km à vélo à fond. Bref. Oui, par exemple, il y a un truc rigolo. Moi, je suis assez sans gêne. Par exemple, s'il y a de la place, mais pas de chaise libre, je m'assois. Alors ça, les gens regardent ça avec effarement. Et si je suis en gilet jaune avec mon manteau, bon, ça va. Si on voit ma cravate, alors là, c'est vraiment l'effarement complet. Il y a un espèce de jeu social. Mais bref, il y avait là une discussion entre un homme d'une soixantaine d'années et une jeune femme, tous les deux visiblement collègues, peut-être amants, je ne sais pas. Et la jeune femme déployait, comment dire, toutes les caricatures de mimiques, de vêtures, du sac Céline à la manière d'avoir les cheveux savamment négligés. Enfin, tout était parfaitement codé pour une jeune femme dynamique qui veut intégrer la section cadre d'une entreprise, plus ou moins cotée, on ne sait rien, quelque chose comme ça. Bref, quelqu'un qui veut travailler dans le monde merveilleux de la Startup Nation. Et ça faisait rire des jeunes lycéennes derrière, parce que c'est vrai qu'elle était honnêtement caricaturale, c'était comique. C'est vrai, c'était comique. Mais la différence entre les deux, les unes gloussant sans y penser et l'autre gloussant avec un rire si calculé que même les héroïnes malfaisantes de Walt Disney ne pourraient le faire. Quelque chose du point de vue de l'analyse des techniques du corps, ni les unes ni l'autre ne sont spontanées. Et les unes et les autres le sont à la fois. Ça dépend de comment on entend le terme. Si on entend agir parfaitement naturellement sans y penser, là, effectivement, il y a une différence. L'une essaye de maîtriser des codes, les autres s'y baignent dans leur code. Voilà. Donc, on va se donner l'occasion de réfléchir à la manière dont un collectif et Mons a une belle expression sur laquelle on reviendra. Il parle de raison pratique collective. Comment nous déployons, comment nous mettons en œuvre une raison pratique collective pour moduler à l'échelle de la nation, à l'échelle de la région, à l'échelle du petit groupe d'amis, des techniques du corps qui vont caractériser les individus du groupe. On peut bien entendu y intégrer aussi les manières de manger, les manières de goûter, les goûts eux-mêmes, en quelque sorte. La voie qu'on ouvre aujourd'hui, c'est celle qui aboutira à ce livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle « La distinction critique sociale du jugement de goût », paru en 1979, et qui va étudier comment est-ce que, quand on appartient à telle ou telle classe, on aime telle ou telle couleur, tel ou tel parfum, telle ou telle boisson alcoolisée, tel ou tel type de chapeau, tel ou tel type de film, comment la classe, le capital social, économique, culturel, etc., détermine ses goûts. Mais là, on est quand même un peu plus de 40 ans avant. Et Marcel Mauss ouvre une voie, l'étude des techniques du corps. Comment est-ce qu'on apprend socialement à se servir de son corps, à la fois comme outil pour agir et pour sentir? Bien. Je suis suspicieux par rapport aux horloges, je me demande si elles indiquent la bonne heure, on n'est jamais sûr. Non, c'est bien ça. Hein. D'accord, c'est pour ça. Bon, vous me ferez des grands signes quand ce sera fini. Ah, bon, ça va, ça va. Bien, alors... Bon, dans ce cas-là, on va en terminer avec l'introduction et commencer directement avec le texte de Marcel Mauss.
Petit aparté. J'ai lu pour la première fois ce livre, Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, quasiment d'une traite, un jour où j'étais un peu nerveux et j'avais du temps à passer dans la salle des pas perdus du Palais de Justice de Paris. Depuis, j'ai dû le lire 30 ou 40 fois. Et je l'ai encore relu ce matin. Et ben, pas en entier, juste l'article en question, j'ai encore découvert des choses. C'est-à-dire que c'est un livre qui est d'une richesse, d'une profondeur, d'une intelligence, lisez ça en entier, régulièrement, vous serez à chaque fois un peu plus intelligent qu'avant. Si. Capable d'entendre des choses, de voir des choses, de comprendre des choses qu'auparavant vous ne compreniez pas. Vous ne voyiez pas, vous n'entendiez pas. Alors, le livre, et c'est ça justement que j'avais oublié ou que j'avais mal lu, le livre commence par une espèce de cri de colère. Marcel Mauss qui dit « J'en ai marre d'être classé dans les faits divers ». Ou plutôt, j'en ai marre que mes recherches soient classées dans les trucs divers. C'est pas spécialisé, c'est un peu touche à tout, ça va, on ne sait pas où le mettre. Parce que ça faisait des années que j'entendais, je lisais, je voyais moi-même des choses intéressantes sur un certain nombre de techniques du corps, et notamment la nage. Comment est-ce qu'on apprend socialement à nager? Comment ça n'a strictement rien de réflexe ou de rationnel? Et j'ai essayé de lire des articles sur le sujet, ils étaient classés comme divers, ils n'étaient pas spécialisés. Bref, j'ai fait une critique de la manière dont la production académique, par construction, parce qu'elle spécialise, parce qu'elle sépare, empêche toute une production scientifique qui se construit aux marges des disciplines, là où les disciplines peuvent se rencontrer, là où elles se fréquentent, en quelque sorte hors des spécialisations, avec un regard plus ample et plus tranquille. Et après ça, il fait un petit effort pour définir les termes du sujet. Là, l'article, pardonnez-moi, s'appelle « Les techniques du corps ». 1934, dans le journal de psychologie. Un petit temps pour définir le terme de sujet, et le corps, on voit bien ce que c'est. La question, c'est les techniques. Qu'est-ce que c'est les techniques? Est-ce qu'on va considérer, par exemple, qu'une technique, c'est ce qu'on sait déjà faire? C'est à peu près ce qu'il dit, mais il le dit autrement. Marcel Mauss dit « J'appelle technique un acte traditionnel et efficace ». Qu'est-ce que c'est qu'une technique déployée? C'est lorsque, effectivement, on a en quelque sorte le manuel pour déployer un acte selon certaines modalités en vue d'obtenir un résultat. Et ça nous donne un indice sur la manière dont Mauss va poursuivre. Il nous invite réellement à considérer que, dans le cadre de l'étude des techniques du corps, le corps humain est à voir ici comme un outil qui sera utilisé avec des techniques acquises. La grande difficulté par rapport aux techniques du corps tient au fait qu'elles sont très fluides. Elles sont pour part conscientes, pour part inconscientes, pour part acquises consciemment, pour part acquises inconsciemment. Je vous donne un exemple de modèle différent. Des jeunes parents, quand ils ont un enfant, lui transmettent des techniques du corps. Faire son rototo après manger. Puis mettre la main devant sa bouche quand il rôtera plus tard. Faire son caca dans le pot. Ne plus jamais faire son caca dans le pot, mais faire caca aux toilettes.
Surtout mettre des couches, surtout ne pas mettre de couches juste après. Marcher. Marcher est une technique que les parents vont apprendre à l'enfant. Chanter. Chanter est une technique du corps apprise à l'enfant. Pas taper est une technique du corps apprise à l'enfant. Pas mordre, enfin il y a tout un tas de trucs comme ça. Alors ça, vous le voyez bien, c'est complètement évident. Un parent qui n'apprendrait pas cela à ses enfants se le verrait immédiatement reprocher sur la place publique et, d'autre part, réduirait les chances d'intégration normale de son enfant dans les groupes d'enfants de son âge. Donc c'est un fait social complètement évident. Mais d'autres sont plus discrets. Par exemple, on va apprendre à l'enfant des goûts alimentaires correspondant au groupe dans lequel il grandit. On va lui apprendre des manières de manger, des manières de se tenir, et même des mimiques, des manières de signifier. Un exemple encore plus bête. Avez-vous remarqué que selon les pays, et à l'intérieur des pays, selon les régions dans lesquelles on se trouve, on parle plus ou moins fort? C'est très notoire, même le volume d'air qu'on envoie dans ses poumons quand on parle change d'endroit en endroit. Là, on est dans une éducation qui est beaucoup plus discrète. D'accord? Bon. Ensuite, on place les enfants dans une énorme matrice à comportement. Je ne parle même pas de quand on les laisse regarder la télé. C'est l'école. Alors, à l'école, on apprend un grand nombre de choses. Mauss, par exemple, quand il parle de la nage ou de la course, pense à l'école et au service militaire comme lieu de transmission des manières, par exemple, de courir et de nager. On y viendra plus tard. Pour l'instant, réfléchissons-y tranquillement. À l'école, on va d'abord apprendre à rester assis très longtemps. C'est difficile de rester assis très longtemps. On va apprendre à marquer une certaine indifférence à ses émotions. C'est difficile de ne pas réagir. Il faut l'apprendre, à maîtriser son corps de ce côté-là. Mais il y a aussi des trucs que tous les enfants apprennent à l'école sans que cela ne leur ait jamais été enseigné. Bon, déjà, le coup de la chaise, c'est pas évident qu'on leur ait enseigné, mais enfin, on les fait asseoir. Avant-dernier niveau d'inconscient. Vous avez peut-être remarqué, il y a une technique qui s'est développée comme ça, de faire tourner son stylo. C'est vieux, hein, quand j'étais gamin, moi déjà ça existait. On fait tourner son stylo comme ça, et ça fait des tours ici. Ensuite, il y a des concours de faire tourner son stylo. Je me demande si c'est encore autant à la mode que ça l'était de mon temps. Raté. Ça, c'est une espèce de résultat de la socialisation entre les jeunes. Entre eux que ça se produit. Et on pourrait ranger dans le même genre de trucs, les manières de faire des checks, des hyper compliqués, des super-yo, des manières de se tenir, des manières d'exprimer tel ou tel sentiment en faisant tel ou tel geste. Et c'est marrant, dans la rue, là, juste à côté, à l'instant, il y avait 3 petits vieux qui promenaient leur chien, qui étaient comme ça, et au moment de se quitter, ils se sont fait des checks avec le coude. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire, d'abord de penser le mot check avec ces personnes âgées-là d'un côté, et d'autre part, la rapidité avec laquelle cette technique du corps a été acquise. C'est une manière de se servir de son corps apprise socialement en l'espace de 2 ans. Donc on a affaire à quelque chose de très fluide, de très rapide. Les techniques du corps changent très rapidement et souvent de manière inconsciente. Dernier niveau, ça. Le genou qui fait ta 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 ta. Vous ne pouvez pas le savoir, c'est le prof qui le sait ça. Mais quand il y en a un qui commence sur un rang, et ça fonctionne par rang, ça se répand dans une classe. Il y en a un qui le fait, l'autre le fait, le troisième le fait, et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais le surplus d'énergie et d'excitation qu'il y a à l'intérieur du corps tend à s'exprimer. Et choisissez ça, vous pourriez faire autre chose, vous pourriez faire comme ça, vous pourriez faire comme ça, si c'était socialement accepté. Ça ne l'est pas. Ça, c'est toléré, ça s'est déplacé là-dessus. En plus, vous ne pouvez pas vous balancer, parce que sinon, vous pourriez vous balancer. Donc, vous voyez comment, à un moment donné, un besoin corporel d'expression probablement existant du fait qu'on ne vous a pas assez discipliné pour rester totalement immobile pendant un cours, je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis que c'est ce qui n'a pas été fait, fait que bon, c'est intenable de rester sans bouger pendant des heures.
C'est intenable, donc on bouge. Et bref, comment ça s'est négocié ça? Vous voyez? Et pourtant c'est très facile à reconnaître quelqu'un qui se comporte comme ça. Bon. Donc, première difficulté de l'objet, il est fuyant. Comme je vous l'ai dit, il est mobilisé de manière consciente ou inconsciente et diffusé de manière consciente ou inconsciente. Et parfois même d'abord consciente, puis inconsciente. La manière la plus simple d'engager le problème est de parler des manières dont nous apprenons socialement à nous servir de notre corps. Ça paraît clair, c'est juste que c'est très englobant comme perspective. Ça n'est pas encore le point de Marcel Mauss, mais on pourrait s'amuser à réduire la part qu'on imagine réflexe de l'action humaine. Et on découvrirait assez rapidement que des gestes non acquis, des gestes purement innés, dans ce qu'il nous est donné de voir du corps des uns et des autres, ça se limite à la dilatation de la pupille. Tout le reste étant appris. Bon. Nous revoilà avec Marcel Mauss qui laisse traîner dans des fonds de tiroir une réflexion sur les techniques du corps, avec les affaires de nage et tout ça, puis il n'arrive pas à savoir où il pourrait le publier ou faire un cours parce que ça ressemble à des espèces de faits divers, des trucs qu'il va picorer ici. Il a l'impression qu'on ne lui laisserait pas dire ça. Et puis, longtemps après, puisque ses premiers aperçus sur le sujet c'est 1898, arrive la Première Guerre mondiale. Premier choc. Au cours de ce grand rassemblement d'humains, et majoritairement d'hommes, formatés dans un cadre disciplinaire, on voit apparaître presque plus brutalement les différences dans les techniques du corps. Première remarque que se fait Marcel Mauss, tiens, ceux qui ne savent pas dormir accroupis meurent plus. Parce qu'il se trouve qu'il y a des bushmen de corps d'armée australiens qui savent dormir accroupis et qui donc n'ont pas soit dormir dans la boue, soit dormir sur leur fusil, dorment mieux et donc meurent moins. Voilà. Première remarque. La manière dont nous apprenons à dormir nous prédétermine à mourir plus ou moins vite à la guerre, pendant la guerre 14-18. Deuxième remarque, peut-être encore plus drôle, c'est presque trivial. Il observe un défilé militaire et il ne comprend pas pourquoi ce défilé militaire est ridicule. Il y a un truc qui colle pas, quoi. C'est le rythme, les pas, le rythme, enfin c'est comme des gens qui danseraient un tango sur une valse, quoi. Il y a un truc, ça marche pas. Et il fait sa micro-enquête et il apprend que ce régiment de Worcester en Angleterre avait demandé le privilège d'avoir une musique française, avec des tambours français, des trompettes françaises, après avoir bien vaillamment combattu sur le front. Ce qui a été accepté, mais le problème, c'est que les marches militaires françaises ne correspondaient pas aux pas anglais. Et donc là, littéralement, on a sur un tout petit exemple qui est le rythme d'une marche, même si on essaye de s'adapter, ça ne fonctionne pas. On a une espèce de dissonance massive entre le rythme et l'apprentissage du corps. Le corps des soldats anglais ici, ne sachant pas marcher, parce qu'ils sont contraints par un pas appris, et ne sachant pas ils se retrouvent entre deux contraintes et ils ne savent pas laquelle prendre, quoi. Bon.
Bon, et puis revenant de la guerre, il fait un séjour à l'hôpital et il découvre que les infirmières ont une manière de marcher qui ressemble à celle des secrétaires dans les films américains. Et il est en train de s'apercevoir qu'à travers la diffusion les diffusions cinématographiques, progressivement, des manières de marcher, et par ailleurs la guerre, des manières de marcher nord-américaines sont en train de se diffuser dans la société française. Vous vous rendez bien compte que les manières de marcher classent socialement immédiatement quelqu'un? Ben oui, c'est complètement évident. Encore plus évident d'ailleurs, l'usage des chaussures. Je ne vous l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais un enfant, on lui apprend à mettre des chaussures, puis des chaussures et des chaussons. Et dans certaines sociétés, même des chaussures, des chaussons et des patins. Je vois au peu de gens qui comprennent ce dont je parle dans la classe, enfin dans l'amphi, que vous n'avez pas l'habitude des patins. Et vous voyez, j'ai comme ça une image qui me vient à l'esprit et qui est probablement d'ailleurs aussi exacte dans le règne animal que dans le règne humain. Imaginez comme ça une meute de loups, un groupe de macaques, n'importe quelle, une harde de sangliers. Et imaginez que ce genre de groupe humain a cette particularité que, avec une énorme latitude que visiblement les animaux ont moins, nous commençons à socialiser en définissant les manières dont nous allons nous servir de notre corps. Voilà. Ce sur quoi Mauss met la main, c'est que nous sommes ce groupe humain, ce groupe animal étrange, qui dès lors qu'il fonctionne comme un être social, en même temps qu'il établit, et comme il est exactement de la même manière qu'il établit les codes symboliques pour échanger à travers des langues, établit l'usage normal du corps. Alors, dès lors qu'il s'agit d'un usage conscient, enseigné, décidé collectivement, socialement, Mauss se permet d'utiliser une expression qui est la raison pratique collective. Comment face à telle ou telle difficulté, enjeu, situation, contexte, évolution, collectivement, nous décidons de développer des techniques pour manier l'outil corps. Mais bien entendu, cette raison pratique collective, vous pouvez tout à fait imaginer qu'elle fonctionne en dehors des politiques des corps, en dehors des biopolitiques, en dehors des moments où nous cherchons à contrôler la chose, et qu'elle a aussi un volet inconscient. Ce qui est le plus important dans raison pratique collective, c'est le mot collectif. Pourquoi ? Si on était en TD, je provoquerais les philosophes de la salle, mais comme on est en cours magistral, je vais droit au but. Après avoir ratiboisé, affronté directement les thèses d'Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, donc pour le dire simplement, au lieu de dire il existe des catégories a priori de la sensibilité, non, il n'en existe pas, la sensibilité est construite socialement. Là, on va sur la raison pratique et les techniques, même si c'est un peu un jeu de mots, parce que la raison pratique, en réalité, concerne la morale et la faculté de juger, donc la critique de la faculté de juger. En gros, on adresse les trois critiques de Kant, et systématiquement, on dit « ben non ». Ben non, c'est construit socialement. Ce qui nous intéresse, en fait, est construit socialement. La raison pratique et la faculté de juger sont construites socialement. Ici, en fait, on devrait se prémunir de tout malentendu en disant, dans le fond, ça n'est pas la raison pratique, la raison technique. Parce que la critique de la raison pratique, c'est la critique de la raison qui s'occupe de la morale.
de la question de l'action en réalité. Or là, il s'agit vraiment d'action en tant qu'on utilise un outil performant dans la matière, dans l'espace matériel. Sachant qu'il n'existe pas même de doctrine générale humaine de l'usage du corps. Dans certaines sociétés, on valorisera une mort jeune, en bonne santé, dans d'autres, on valorisera au contraire le fait de mourir très 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 lentement dans un endroit complètement déshumanisé. Enfin, chaque société va, par exemple, viser des buts pour le corps qui sont différents. Admettre des contrôles du corps qui sont différents. Bien. Le voilà qui rentre de la guerre, qui remarque comme ça que les femmes ne marchent pas pareil, et alors là, il retourne le miroir sur lui-même et il remarque que, alors qu'il affrontait avec certains naturels, enfin, des situations de guerre, il n'est pas capable de changer de lit sans faire des insomnies. Voilà. Il part vraiment d'observation, c'est ça qui est marrant avec Mauss, c'est qu'il part de toutes petites choses. Voilà. Il s'auto-regarde. Il dit, mais c'est vrai, c'est quand même bizarre. Même le sommeil, doute, question, même le sommeil serait appris socialement. Je me suis bien rendu compte que j'étais incapable de dormir accroupi. C'est d'ailleurs une position assise sur les talons qui discrimine quasiment immédiatement. Quand je le fais dans le métro, dans la cour de Tolbiac, on est immédiatement regardé comme quelqu'un qui fait un truc d'hurluberlu. On a l'air bizarre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Mais d'ailleurs, et donc voilà, son intuition, son envie de travailler sur le sujet vient de là. L'observation de la guerre, à travers la guerre le service militaire, à travers le service militaire l'ensemble des dispositifs éducatifs qui créent, qui répandent les techniques du corps, des différences culturelles qui s'expriment en tant que les systèmes culturels sont des dispositifs à créer des groupes homogènes du point de vue de l'usage du corps. Et enfin, j'ai commencé par là, retournement copernicien de la notion de spontanéité. Quand on est spontané, c'est pas qu'on a une espèce d'usage libre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui veut dire le mot libre à cet endroit-là? Ça veut dire qu'on joue ses cartes sans y réfléchir. C'est tout. Alors, suite à cela, et très rapidement, c'est un article extrêmement court, vous en avez pour 1 heure à le lire, même pas. 1 heure, c'est si vraiment vous prenez trop de temps. Et lisez-le. Il va nous faire une très rapide liste des techniques du corps qui lui semblent sauter aux yeux. La première qu'il traite, c'est l'obstétrique. Comment est-ce qu'on s'occupe des accouchements des femmes? Pour celles d'entre vous qui en ont déjà fait l'expérience, c'est un champ conflictuel, violemment conflictuel dans la société française, en tout cas si on limite notre examen à cet endroit-là. Faut-il accoucher chez soi? Faut-il accoucher dans une maternité? Une fois qu'on est en maternité, est-ce qu'on doit avoir le droit d'accoucher comme on veut ou est-ce qu'on rentre dans un protocole qui est extrêmement strict? Est-ce qu'on peut choisir la position d'accouchement ou pas? Est-ce qu'on se verra imposer une césarienne ou ceci ou cela à tel ou tel moment? Enfin, est-ce qu'on fait un accouchement avec une sage-femme et une infirmière, avec un sage-femme, une infirmière et un obstétricien qui va diriger les affaires? Enfin bref. La position, la manière de se tenir, le lieu où ça se tient, qui y assiste, tout est organisé socialement et change d'une société à l'autre. Le nombre d'accouchements à domicile, par exemple, change d'une société européenne à l'autre. Vous en aurez beaucoup plus, par exemple, aux Pays-Bas qu'en France.
pas que les corps des femmes soient différents ici et là, c'est que la culture qui engage cet acte efficace-là, qui consiste à sortir un enfant du ventre de la mère avec le moins de dégâts pour la mère et pour l'enfant, ce qui est une version moderne de l'accouchement. Il y a eu d'autres moments où c'était d'autres choses. Soit qu'on privilégie la survie de l'enfant, soit qu'on privilégie la survie de la mère, ce qui implique des techniques différentes, naturellement. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez une construction collective de la manière normale de produire un accouchement. J'allais dire presque de la manière normale de pousser. Vous voyez, et cet exemple est intéressant parce qu'il est entièrement matiné de quelque chose qui relèverait de l'archaïsme. Ça serait quelque chose de primal, pousser. Et oui, mais l'organisation de ce geste est complètement différente d'un pays à l'autre, d'une situation à l'autre, et même dans le temps. Si vous aviez été en situation d'être enceinte il y a peut-être 30 ans, vous auriez eu toutes les chances en France de pouvoir accoucher dans une maternité. Aujourd'hui, selon que vous êtes à tel ou tel lieu du territoire, vous avez beaucoup de chances d'accoucher dans une ambulance ou dans un ascenseur. Le cri primal n'est pas le même sur un brancard dans un ascenseur et dans une chambre d'hôpital bien préparée avec la sage-femme à côté, etc., etc. Et encore moins que chez soi. Donc, vous voyez l'ensemble de complexes de choses qui font que de manière inconsciente, on commence à modifier les techniques du corps, leur valeur symbolique, comment c'est vécu, comment est vécue la douleur qui l'accompagne, etc., etc., etc. Vous pouvez donc ajouter à votre attirail de capteurs sensibles et analysant la vie sociale autour de vous, le fait que se négocie en permanence et se produit en permanence une pratique socialement négociée de l'usage du corps pendant un accouchement, de l'usage des corps pendant un accouchement. À travers ces pratiques du corps, on voit aussi tout le reste de la culture qui s'exprime. Regardez par exemple, quand un enfant naît aujourd'hui en France, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on le met un petit peu sur le ventre de sa maman pour la photo qu'on envoie sur Instagram, et ensuite, on fait passer à l'enfant les tests dits ACPAR, je crois, de mémoire. Donc, on regarde s'il a des réflexes, s'il peut s'accrocher aux doigts. Alors, on lui fait une batterie de tests pour voir s'il est viable, quoi. Bon. Il y a d'autres sociétés, dans le temps et dans l'espace. Quand je dis ça, ça veut dire soit ailleurs qu'ici aujourd'hui, soit ici il y a longtemps. Où le premier geste à faire quand un enfant sortait à peine le premier cheveu du sexe de sa mère, c'était sûrement pas de lui faire des tests ACPAR, c'était de le baptiser. Donc le geste, c'était de lui jeter de l'eau dessus, l'asperger d'eau bénite pour lui donner un premier baptême. Pourquoi ? Parce que si l'enfant n'était pas baptisé et qu'il mourait dans les suites de la couche, en des temps où la mort en couche était beaucoup plus courante, dès lors, cela impliquait qu'il ne puisse pas aller au paradis, qu'il soit sans nom et qu'il erre dans un espace entre deux ciels, presque sans âme, puisque sans nom, puisque pas inscrit sur la grande liste, le grand registre du Dieu Tout-Puissant. Ah là là. Mais si vous ne parlez pas la langue et que vous regardez les choses, je vous donne la parole dans un instant, de l'extérieur, sans avoir accès aux significations. Dans un cas, vous avez une sortie de l'enfant et une série de tests ACPAR. Dans l'autre cas, vous avez une sortie de l'enfant et une aspersion d'eau bénite sur le corps de l'enfant. Dans un cas comme dans l'autre,
Vous avez un geste de protection de l'enfant engagé d'une manière symbolique différente. Et c'est bien un ballet différent qui se déploie. D'ailleurs, on parlera de ça juste après. Je vous écoute. Alors, je ne sais pas du tout. Si vous voulez tirer le fil de cette pelote de laine, vous allez lire c'est un des articles du séminaire L'identité de Claude Lévi-Strauss qui raconte ça et qui documente dans la paysannerie roumaine dans les années 60 encore ce genre de pratique. Voilà. Et si vous voulez savoir si ça produit plus de morts, je ne sais pas. Mais en même temps, ça fait que s'il meurt, leur âme est sauvée. Et selon que vous vous placiez dans telle ou telle vision du monde, telle ou telle compréhension de ce que c'est que l'existence sur la Terre, ce qui est produit socialement, eh ben, c'est beaucoup plus important d'être sauvé pour la vie éternelle qu'être sauvé ici. L'âme est plus importante que le corps. Elle est plus pure. Évidemment, c'est pour nous autres contemporains un petit peu difficile. Parce que nous avons... En fait, c'est parce que nous avons l'impression que notre amour, notre attachement à la vie est intuitive. Non, elle est culturelle. Elle est construite. Elle n'a rien de naturel. Mais c'est intéressant d'avoir posé cette question. Merci. Alors, deuxième exemple, et c'est complètement naturel de l'envisager, puisqu'on en a parlé il y a un instant, le sommeil. Nous apprenons socialement à dormir. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être je vous apprends, que jusqu'au XIXe siècle, la pratique de la deuxième journée au milieu de la nuit était quelque chose de relativement courant. Ça va exister. Il y a vraiment dormir en deux fois les nuits. Aujourd'hui, on dort en moyenne environ 6 heures par nuit, la nuit, pour être efficace en tant qu'agent économique et technique. Voilà. C'est l'extrême majorité des cas. Un travail qui vous demande de sortir de ce rythme vous compensera pour cette sortie de rythme, théoriquement. Par exemple, les personnes qui sont 3-8, théoriquement, ont une compensation par rapport à cet effort particulier qui leur est demandé, de désynchronisation. Mais là encore, imaginez un groupe animal qui dirait, au moment où il se forme, nous allons synchroniser nos dodos. On est complètement tarés. Quand vous voyez, je ne sais pas, par exemple, une bande de chats, il y en a un qui va se mettre à dormir, l'autre aussi assez rapidement parce qu'ils font à peu près que ça. Mais parfois, ils ne se synchronisent pas, n'est-ce pas ? Nous sommes cette espèce de groupe animal étrange qui agit d'abord par une synchronisation des corps. Et on a parlé de ballet, on a parlé de synchronisation des corps, ça amène à la danse. Ça amène à la danse, à la musique, au rythme. Vous avez probablement déjà dû faire l'expérience que, élevé dans un certain dispositif culturel, vous avez été élevé à certains rythmes, à les comprendre, à pouvoir les suivre, même à pouvoir les danser, tandis que d'autres vous paraissent inaudibles, incompréhensibles. Même ça, c'est construit collectivement. Voilà. J'aime bien ce passage sur la danse, parce que ça fait vraiment prendre conscience du fait que, même si nous ne le voyons pas, parce que nous n'avons pas l'habitude et qu'en fait, entre nous, ce que nous regardons, ce sont probablement plutôt les infinitésimales différences qui nous séparent, infinitésimales dès lors qu'on va comprendre ce qui suit, l'essentiel de l'activité humaine, de l'action humaine, se déploie comme un ballet orchestré, minuté, hyper codifié,
en quelque sorte avec un couloir d'action autorisé, et ça permet d'admirer la synchronie de ce qu'on voit. Parfois, on voit en même temps, c'est assez joli, des techniques du corps du passé, du présent et du futur. Exemple tout à l'heure, sur une route, une départementale. C'est marrant d'ailleurs d'imaginer à quel point ce quotidien-là est loin du vôtre. Sur une petite route départementale, un encombrement lié au croisement entre un très vieux tracteur et son très vieux conducteur, un gros camion de livraison et un cycliste, votre serviteur, avec un vélo électrique dernier cri. Une vieille roue, mais enfin qui roule bien. À ce moment-là, vous voyez 3 types de techniques du corps. Quelqu'un qui sait conduire son tracteur antique, en gros qui sait faire des manœuvres à droite, habiles, avec un machin qui fait comme ça. Et c'est dur pour le corps, c'est usant, c'est insupportable, mais lui, il sait le faire. Voilà. Et il sait faire toutes les actions qu'il a à faire à la ferme avec ça. À côté de ça, on a l'individu moderne notoire, celui qui sait rester assis dans un énorme appareil qui consomme énormément de fuel, d'énergie, pour déplacer des denrées d'un point A à un point B, produisant la destruction du monde que nous vivons actuellement. Non mais voilà, littéralement. C'est quelqu'un qui a les techniques du corps du pur symptôme de la société triomphante actuellement. Voilà, il est parfait. Et le jeune branleur à côté, qui a une technique différente, c'est-à-dire qui se rend capable d'aller de ville en ville tout le temps, non pas comme un cycliste de l'ancien temps avec un énorme effort, mais avec un effort moyen, mais quand même, et qui est mitigé par ça. Vous voyez ? Et là, on a en même temps la technique qui viendra quand on aura beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui, la technique ancienne qui était beaucoup d'énergie mais pas beaucoup de technique, et puis la technique du milieu, qui accompagne une technique du corps, en fait, qui a presque fondu le corps à l'intérieur de sa technique, dans la cabine. Dans la cabine. Mais quand vous prenez... j'allais vous dire la même chose pour le train, mais enfin bon, bref. Donc, on continue. Marcel Mauss s'intéresse à la manière dont on a appris à nager, à respirer, à courir, et comment est-ce que collectivement, on a amélioré ces techniques, comme on aurait amélioré une technique de pétrissage du pain ou de récolte de l'avoine. Nous avons collectivement amélioré ces techniques. Nous enseignons, par exemple, à courir les mains jointes au corps, ou à nager de manière un peu ridicule, il s'en moque beaucoup d'ailleurs dans ce livre. Il a une formule rigolote, mais je ne suis pas sûr de très bien comprendre ce dont il décrit sur l'apprentissage de la natation avant les années 20. Il dit, avant, on nous a tous appris à nager d'abord et plonger après. Alors que maintenant, naturellement, on plonge d'abord et on nage après. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire par là ? Bref, peu importe. Mais moi, je crois qu'en fait, on leur apprenait à couler leurs bras en fermant bien les yeux à chaque fois, et à se relever, à ouvrir les yeux, et à couler comme ça. Bon, bref. Il fait la remarque du fait que même sur respirer, nous apprenions à respirer de manière ridicule en gonflant la poitrine au lieu de gonfler le ventre, puisque les poumons se déploient là et pas là. Et vous ne pouviez pas me dire. Je vais être obligé de couper le passage sur le sexe. Ah bah. J'ai pas dit couper le sexe, j'ai dit couper le passage sur le sexe. Oh, bon. Juste une remarque comme ça, pour parce qu'il en parle lui aussi. Il parle du manger, du boire et de l'activité sexuelle. Et sur cette chose-là, retenons d'abord que, les pratiques sexuelles évoluent très peu avec le temps et très lentement, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est quel est le lieu de la négociation. Où se produit la norme ? Où se produit la norme dans la pratique sexuelle ?
Et l'hypothèse que j'aurais défendue plus longuement avec vous si le temps m'en avait été donné, c'est que c'est assez simple. La caractéristique notoire de notre temps contemporain, c'est que nous sommes la population la plus homogène en termes de masturbation ayant jamais existé. Nous nous masturbons de la même manière, à peu près dans les mêmes temps, en regardant à peu près les mêmes contenus, de la même manière. Voilà. C'est ça qui nous caractérise en tant que population humaine. Et c'est le lieu de production de la norme. Et là se joue un retournement de comprenette. Ça veut dire que le porno, c'est la police des mœurs. Le porno, c'est la production de normes. C'est là que se produit la norme. C'est là que se négocie la norme plus ou moins consciemment. Et vous voyez comme le trajet est court entre Marcel Mauss nous dit de regarder attentivement où se construit l'apprentissage et la reproduction des techniques du corps, et nous en venons à comprendre que le porno fait œuvre de police. C'est le lieu de négociation de l'usage des corps. Si on considère bien entendu la majorité et pas l'exception. Le fait social normal et pas le fait social pathologique, c'est-à-dire exceptionnel. Sur ce, je rends la salle. Voilà, à la semaine prochaine.